Une nouvelle émission Levé de rideau ici à l'Opéra de Clermont avec Cyril Sineux. Bonjour Cyril Sineux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment adjoint au maire de Clermont-Ferrand, vice-président à Clermont-Auvergne Métropole, la CAM qui est un des partenaires de Levé de rideau. Vous avez un engagement politique fort, on va y revenir dans un instant. Mais j'avoue que je ne résiste pas au plaisir de reprendre quelques-unes de vos phrases, là prononcées il y a quelques instants, lorsque vous étiez sur la scène de cet opéra et que vous êtes arrivé ici dans la loge qui aujourd'hui est mise à notre disposition pour le tournage. Vous m'avez dit vous sentir pénétré de quelque chose. Oui, c'est un lieu magnifique, chargé d'histoire, de culture, et par rapport à un plateau de télé habituel, qui est pour un profane assez froid, ici c'est effectivement un lieu absolument merveilleux pour venir au spectacle, pour être sur scène pour ceux qui ont la chance de l'être. Et puis cette interview, c'est effectivement un lieu emblématique, symbolique, chargé. Et moi qui aime l'histoire, j'aime les lieux chargés, j'aime les symboles. Vous êtes un élu qui n'est pas avare d'interviews. Interview radio, interview vidéo, interview à la presse écrite, interview sur les médias sociaux aussi avec ce nouveau mode de communication. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps par nécessité ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours là encore habité, c'est-à-dire ce rapport à l'expression? C'est venu par nécessité. Moi, je me suis engagé en politique par conviction et j'avais évidemment pas imaginé ce qui allait m'arriver par la suite. Et donc, il y a un moment, on a des responsabilités, on est sollicité par la presse et malgré une appréhension certaine, bah, il faut s'exprimer. Et puis, on a ces... Vous avez toujours cette appréhension vis-à-vis des Oui, journalistes? bien sûr, oui. Pourquoi? Mais parce que il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour ne pas avoir d'appréhension. Et moi, je suis quelqu'un qui doute tout le temps de moi-même et qui remet en cause les choses, qui essaye de réfléchir à tout ça. Et donc oui, il y a toujours une part d'appréhension, même si je suis plus à l'aise qu'il y a 20 ans quand la première fois on m'a sollicité, mais il y a toujours cette part d'appréhension, oui. Et puis d'essayer de délivrer un message simple, compréhensible et qui essaye de faire comprendre les choses. Donc il y a Vous toujours avez ce... des anecdotes ou des gaffes que vous avez faites avec quelques journalistes? Non. Il n'ose pas le dire, mais Non, peut-être n'en non, a-t-il pas. j'en ai pas fait pour l'instant. Je touche du bois. J'ai pas fait ça. J'ai réussi pour l'instant, à surmonter ces épreuves-là. Cyril Sineux, c'est un homme de conviction, un homme de gauche. Pour vous, c'est quelque chose de fondamental. Je vais oser la question différemment. Plutôt que de vous demander ce qui vous plaît dans la gauche, je vais vous demander, est-ce que vos origines et votre éducation ont forgé cet engagement politique? Oui. Dit autrement, si vous étiez né dans une famille de droite, vous seriez un homme de droite? Je sais pas, parce que... alors, si vous voulez une anecdote, mon premier souvenir politique, c'est quand j'étais tout petit. Je devais avoir 8-9 ans. J'accompagne mes parents au bureau de vote. Et on parlait de droite et de gauche à cette époque. Et je leur demande c'est quoi la différence. Ils m'ont dit la droite c'est les riches, la gauche c'est les pauvres. C'était un peu caricatural. C'était évidemment très caricatural, mais je me suis dit bon, on n'est pas forcément très pauvres. On était classe moyenne, mes parents étaient fonctionnaires, enfin sont à la retraite maintenant. Mais on n'était pas riches, quoi. Ça je savais qu'on n'était pas riches. Et donc je me suis dit bon, on doit être plutôt de gauche. Mais ça, c'est la première anecdote. Mais après, mes parents n'avaient pas d'engagement politique. Ils étaient citoyens, toujours. Ils n'ont jamais raté une élection. Ils sont toujours allés voter. Ils sont toujours intéressés au débat politique. Donc, j'ai baigné dans cette réflexion-là. Et puis après, j'ai appris, j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai rencontré des gens. Est-ce que si j'étais né dans une famille différente, j'aurais été différent? Certainement. Est-ce qu'à un moment donné, cette passion, cet engagement m'aurait rattrapé? Certainement aussi. Alors, je vais oser la question différemment, là encore. Qu'est-ce qui vous agace dans les valeurs de gauche? Qui m'agace dans les valeurs de gauche, qu'on ne les respecte pas suffisamment. Bonne pirouette? Oui, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'agace dans les valeurs de gauche. Ce qui m'agace, c'est qu'on n'arrive pas à les faire connaître, à les faire respecter, à les expliquer. Je pense que les valeurs de gauche, c'est
un profond humanisme, la volonté de lutter contre les injustices, la compréhension du monde, qui est pour moi une chose extrêmement importante. On ne peut pas vouloir changer le monde sans essayer de comprendre ces mécanismes. Et donc ne pas tomber dans la simplicité de la réponse immédiate, ce qu'on a d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux, et j'y suis aussi beaucoup, donc, mais il y a besoin de prendre du recul, de regarder un peu les choses d'un plan plus large pour essayer de comprendre, pour transformer les choses. Et donc il n'y a pas grand-chose qui m'agace dans les valeurs de gauche, à part le fait que de temps en temps, on ne les respecte pas nous-mêmes, de temps en temps la gauche, de temps en temps on ne les explique pas et on les met de temps en temps sous le coude, pensant qu'on va attendre que l'orage passe. Et alors, si on regarde un peu les valeurs de la droite, s'il y avait une valeur qui, a priori, appartient à la droite, que vous aimeriez faire vôtre, ou qui parfois vous inspire? Ça, c'est la question piège. C'est la question, plus exactement, c'est la réponse de Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Oui, bien sûr, vous n'avez pas le monopole du cœur. Évidemment, et je ne noircis pas le tableau. Ce que je reconnais chez les gens de droite, et depuis que je suis élu, je les fréquente plus, parce qu'on se rencontre, on discute, et on peut avoir des avis partagés. Ce que je leur reconnais pour la plupart, c'est leur sens de l'intérêt général, qui n'est pas forcément le mien. C'est-à-dire qu'on ne partage pas forcément les mêmes convictions, enfin pas du tout les mêmes convictions, mais ils placent l'intérêt général. Alors, ils le placent à un niveau qui n'est pas le mien, moi je le place à un niveau différent, mais en tout cas, voilà, c'est... Est-ce que cette année si particulière, celle de 2020, a précisément montré l'intérêt général autrement dans la classe politique de droite, de gauche? Je ne suis pas sûr que l'année 2020 soit une référence sur cette thématique-là. Moi, j'ai le sentiment qu'au contraire, l'intérêt général a reculé. En tout cas, la conscience de l'intérêt général a reculé. Vous dites ça? Oui, pas forcément localement, mais nationalement, j'ai le sentiment quand même qu'on a assisté à une valse endiablée du gouvernement et de la communication du gouvernement qui a été extrêmement difficile. Sans parler des choix, évidemment, que je ne partage pas, mais sans même parler de ces choix-là, un coup, les masques ne servaient à rien, un coup, ils étaient obligatoires. Enfin, cette communication qui a été erratique, où le ministre de l'Éducation nationale annonçait quelque chose qui était démenti par le Premier ministre, puis confirmé par le Président de la République. Enfin, nous avions besoin, et nous avons toujours besoin dans cette période, de consignes claires, de paroles sûres. Donc pour vous, l'intérêt général a été relativement bafoué? Oui, il a été moins bien pris en compte qu'il n'aurait pu et qu'il n'aurait certainement dû. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à cause de ce qu'on a tous vécu, notamment du premier confinement, qui a été vécu comme une claque par chacun de nous, quels que soient nos âges et nos rôles dans la société, est-ce que quelque part le rôle de l'élu de terrain que vous représentez, que vous incarnez avec d'autres, n'a pas été lui aussi bafoué? Il a été plus compliqué. Je ne sais pas s'il a été bafoué, parce qu'on a été bafoué de nombreuses fois, même avant. Je ne sais pas s'il a été bafoué, mais il a été plus compliqué. C'est-à-dire que pendant un temps, on était des vilains gaspilleurs d'argent public. Hein. On nous a mis à l'amende, puisque les collectivités locales dépensaient trop. Puis d'un seul coup, on est redevenu des gens sérieux, de terrain, au plus près des réalités, qui pouvaient aider le gouvernement. Donc c'était un peu compliqué ce décalage-là. Et puis c'était compliqué parce que ce premier confinement, on était vraiment tous confinés et c'était du coup difficile. Faire de la politique, c'est être avec les gens, c'est être avec les autres, c'est sentir les choses. Vous savez, la visioconférence, on en fait toute la journée. Moi, je me rends compte qu'il y a des fois, on ne perçoit pas la portée de nos paroles. Parce que quand on est en réunion, quand on est en public, on sent quelqu'un qui est interrogé, quelqu'un qui dit bah oui, effectivement. Enfin voilà, il y a des mimiques qui nous permettent de. On ne le voit pas avec la visio. On ne le voit pas avec la visio. Et donc tout ça était compliqué parce que nous sommes en plus des êtres profondément sociaux et encore l'homme politique est un être encore plus profondément social. Donc il a besoin de ce contact-là, de sentir ce lien avec les populations, avec ses collègues. Vous avez souffert, vous, Cyril Sineux, à titre
totalement personnel de ce premier confinement? Je dis le premier parce qu'il a vraiment été très différent du second. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une maison avec un petit bout de terrain. Bon, ça aide. Ça aide, très franchement. Je pense à ceux qui étaient en appartement, qui étaient seuls, aux étudiants qui ont été confinés dans des chambres d'étudiants avec 10 ou 12 mètres carrés. Je ne vais pas me plaindre. Voilà. Je l'ai vécu difficilement comme tout le monde, parce que la perte de lien social, la perte de relations avec la famille, tout ça est évidemment Est-ce que ça vous a dit compliqué. quelque chose de nouveau qui vous interpelle aujourd'hui en prenant du recul sur notre société et sur les rapports entre les personnes? Oui, parce qu'on a vu le meilleur et le pire, comme à chaque situation de crise, c'est-à-dire un élan de solidarité pour les plus démunis, les plus en difficulté, et en même temps des choses ultra difficiles. Et puis, une espèce d'entre-deux. On applaudit les soignants à 20h, mais la première manifestation pour les soutenir, réclamer des moyens financiers, il n'y a plus grand monde. Et ce décalage-là, comment dire, moi j'aime la cohérence et la constance. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné aller au bout des choses. Parce que sinon, c'est bien d'applaudir à 20h. Sauf que c'est pas ça qui fait changer les choses. Il y a un moment, il faut participer du débat citoyen. De quelque façon que ce soit, mais il faut participer du débat citoyen. Le débat citoyen, c'est pas simplement mettre un petit papier dans une urne à la fin d'un processus. C'est le débat démocratique. On vous sent un peu déçu, et c'est peut-être un point que je voulais aborder aussi de votre engagement. Quand vous voyez alors ce que vous êtes en train de relater, puisque c'est vous qui nous en parlez, est-ce que votre engagement n'en prend pas un coup quand même? Si, évidemment. Évidemment, parce que il y a mais comme dans la vie, il y a des moments où ça baisse, puis des moments où ça monte. On est plutôt dans un moment où ça baisse, la situation de la gauche, du pays, etc. Est-ce que l'engagement prend un coup? Oui, il y a de temps en temps un peu de lassitude. Et puis aussi, il y a de temps en temps des choses qui reboostent, des gens que vous rencontrez et qui, par quelques paroles ou parce qu'eux s'engagent eux-mêmes et disent bah, j'ai compris qu'il fallait y aller, bah voilà, ça vous rebooste aussi. Moi, j'aime l'histoire et j'aime le temps long. Je sais que enfin, c'est bateau de dire ça, mais qu'après la pluie vient le beau temps. La vie, c'est un temps long, par Oui, définition. voilà. Et donc, il faut tenir dans les périodes de basse eau, il faut tenir sur les valeurs, il faut tenir sur les principes, il faut tenir sur les idées, parce qu'à un moment donné, tout ça permettra de repartir. Donc, de temps en temps, il y a des coups de mou, en sachant que c'est normal, que ça vient et qu'il y aura des moments plus sympathiques qui arriveront après. C'est quoi votre période préférée de l'histoire de France? Ou celle qui vous interpelle le plus? C'est la période contemporaine, c'est-à-dire la Troisième République jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les enjeux politiques créent ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est, tout va très vite à cette oui, période. C'est ça. D'abord, j'ai une passion pour la Commune de Paris. Et quand on regarde ce qui s'est produit... Un petit côté révolutionnaire, Cyril Sineux. Évidemment. Évidemment, mais c'est une période fantastique à étudier. Parce qu'un certain nombre de propositions de la Commune de Paris ont été ensuite mises en place par la Troisième République, quelquefois 30 ou 40 ans plus tard. Ils étaient très en avance sur plein de choses. Donc voilà, c'est une période que j'aime beaucoup. La Troisième République, c'est une période de confrontation intense. Oui, mais d'instabilité politique aussi. Et d'instabilité politique, oui, mais de confrontation entre les monarchistes et les républicains au début, puis après le centre de gravité se déplace. Vous ne croyez pas à la figure tutélaire? Non, je fais mienne la phrase de l'Internationale, ni Dieu, ni César, ni tribun. Nous avons suffisamment souffert de ça dans l'histoire de France et dans l'histoire de mon parti. Il faut des gens, la politique, elle s'incarne dans des hommes et dans des femmes. Hein, nous sommes d'accord. Oui, bien sûr. La politique, elle s'incarne dans des femmes et dans des hommes. Mais donc il faut des figures qui puissent nous donner envie, nous faire réfléchir. Mais pas la figure du chef. Non, ça non. C'est plus possible, ça. Tout à l'heure, j'ai cité très furtivement François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Je vais m'arrêter quelques instants, et c'est presque la fin de notre entretien. Cyril Sineux, le temps est passé vraiment très vite avec vous. Je vais reprendre un slogan, je crois que c'était pour sa seconde campagne présidentielle, celui de François Mitterrand. La force tranquille, signé Jacques Séguéla,
à l'époque, pour François Mitterrand. Je trouve que vous l'incarnez, cette force tranquille. Vous ne m'avez pas vu venir, là. Non, je regardais votre regard. Non, effectivement, incarner un slogan mitterrandien, je ne sais pas si j'incarne ça. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est plutôt sympathique d'incarner ces deux mots qui sont un peu antinomiques. Hein. La force, c'est plutôt pas tranquille, mais j'essaye en tout cas d'être quelqu'un cohérent, constant. C'est pas toujours simple d'être cohérent et constant en fonction des vicissitudes des choses et d'aller au bout des choses. Voilà. J'essaye de comprendre le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi c'est extrêmement important d'essayer de comprendre le monde pour essayer de le transformer. Parce que sinon, ça ne reste que des slogans vides, quoi. Donc il faut essayer d'aller dans la complexité des choses pour regarder les mécanismes et puis se dire, bah, tiens, tel et tel mécanisme, si on le change, ça produit autre chose derrière et ça produit plus de justice, ça produit plus d'égalité et au final, plus de bonheur, quoi. Moi, je suis un partisan des jours heureux. Un dernier mot, la dernière question, la question inattendue. Vous êtes ici, je la pose à tous mes invités, vous êtes ici, nous sommes ici à l'Opéra, l'Opéra a été mis à notre disposition. Imaginons, Cyril Sineux, que vous soyez ce soir sur cette scène et que là, derrière moi, vous ayez convié tous vos amis ou tous ceux à qui vous avez envie de dire quelque chose. Les rideaux se lèvent, ils vous écoutent, vous leur dites quoi ? Je pense que j'aurai la gorge nouée, d'abord. Qu'est-ce que je leur dirais ? Merci pour tout. Merci de m'avoir accompagné, merci de m'avoir fait grandir, merci de m'avoir fait réfléchir. Voilà, merci pour tout. C'est nous qui vous remercions, Cyril Sineux, d'avoir été notre invité dans Lever de rideau, une émission à faire vivre sur les réseaux sociaux. Vous savez, à la faire vivre en replay, à la faire découvrir à vos amis, à la partager aussi. Et on se retrouve très vite dans cette collection soutenue par Clermont-Auvergne Métropole. Merci.